Bonjour et bienvenue aux rencontres du Festival Un Point un Trait, l'émission de la librairie de Lodève en partenariat avec Radio Lodève. Vous êtes diplômé du cours Florent et vous avez une formation à la direction de centres socio-culturels. Depuis 2011, vous avez créé des espaces d'expression dans différentes structures, notamment pour les enfants et adolescents en psychiatrie. Geoffrine Donadieu, bonjour. Bonjour. Une histoire de France, c'est votre premier ouvrage où l'on découvre Romy à 9 ans, sous l'emprise de France. Puis, Romy à 20 ans dans votre second ouvrage, Chienne et Louve, pour lequel vous avez reçu le prix de Flore en 2022. Vient de paraître aux éditions Gallimard, votre troisième ouvrage, Aux nuits à venir. Vos trois ouvrages font lien comme si vous cherchiez à explorer différentes formes d'une même question, qui font dire à vos personnages « Je ne suis pas folle ». En quoi la folie est-elle inspirante et source de vos écrits ? En fait, ce qui m'intéresse énormément, bien plus que la folie, c'est de trouver, d'écrire le point de bascule. À quel moment le personnage peut ou non passer de l'autre côté, à quel moment il peut vriller. Et ce qui m'intéresse, en fait, dans l'écriture et dans les textes, c'est de déplacer le curseur à chaque fois. Est-ce que la folie est placée là où on croit, ou est-ce qu'elle est ailleurs ? Est-ce que la folie, c'est soi ? Est-ce que c'est les autres ? Est-ce que c'est la société qui nous rend fous ? Ou alors est-ce que nous le sommes déjà ? Et je crois que c'est ce que je cherche à travers mes textes. À la fin de votre roman Chienne et Louve, Romy est une actrice du cours Florent, aucun rapport avec vous. Elle clame qu'elle sera toutes les femmes. Marge, dans le roman Aux nuits à venir, est elle habitée par différents personnages féminins, Alice, Daphné, Esther, Gloria, Viviane. Vos héroïnes, aux facettes plurielles, ne sont-elles pas l'expression de nos multiples personnalités habitées que nous sommes entre nos rêves, nos représentations sociales et ce que nous sommes aussi dans l'intimité? Oui, je pense que de toute façon, nous avons différentes facettes. On n'est pas la même personne quand on est chez soi, quand on est au travail, quand on est avec des amis ou en soirée. Et la littérature permet de pousser ces traits, d'aller encore plus loin et d'aller parfois vers l'horreur, vers le sordide. Et c'est ce qui me fascine avec les personnages qui habitent mes héroïnes. Alors dans ce roman, Aux nuits à venir, nous découvrons Marge qui se fait jeter de chez sa sœur, Violette. Alors qui sont Violette, Marge, Jules et Victor ? Alors Marguerite, dite Marge, a 34 ans, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de logement, puis elle a l'habitude finalement de vivre chez les autres. Et beaucoup chez sa sœur. Et il faut savoir que Marguerite a du mal à travailler aussi parce qu'elle est envahie par tous ces personnages, des femmes qu'elle appelle ses créatures, qui lui réclament de raconter leur propre histoire. Et si elles ne racontent pas leur histoire, elle risque de faire une crise de somnambulisme, mais qui sera terrible. Par conséquent, ça l'envahit tellement qu'évidemment, ça l'empêche d'avoir une vie sociale, une vie, on va dire, dans les normes. Et sa sœur qui l'héberge, qui est une femme qui, elle, s'est rangée, qui est psychiatre, qui a un mari qui est promoteur immobilier, qui est enceinte de son deuxième enfant, ne supporte plus sa sœur. Et donc le roman commence quand Violette va chasser sa sœur, et Marguerite se retrouve comme ça sur le trottoir de la rue des Martyrs avec sa cantine, qui est une cantine de militaires qui contient toute sa vie. Alors la folie est présente sous différentes formes, celle de Marge, celle de Victor, mais aussi celle du beau-frère de Marge. De quoi la folie est-elle le symptôme ou l'expression ? Je crois que tous mes personnages ont cette pointe de folie, mais que la société presque leur impose, parce que Jules, qui est le promoteur immobilier et donc le mari de Violette, est sans cesse en train de courir après la réussite, en train de courir après les immeubles à acheter. Il est là en train de jouer au Monopoly grandeur nature. Violette essaye d'être la meilleure des psychiatres, et ça les rend finalement un peu fous d'être sans cesse dans la réussite et dans être une forme de vitrine. Voilà, faut montrer aux autres la réussite, faut montrer aux autres qu'on a le bel appartement, les beaux enfants, et finalement Marge et Victor ne sont pas dans cette course à la réussite, ils sont dans une autre forme de course qui est tout simplement celle de la course à la vie, la course de la survie, et cette envie d'aimer follement et finalement le plus vite possible. Alors je vous invite à lire la page 41
De toute façon, ah oui, c'est celle-là. Oh, je vais partir en fuyant. Il y a des moments où on n'assume plus. De toute façon, Marge est déjà trop vieille sur le marché des rencontres. Elle a analysé les profils du sexe opposé. Ses conclusions sont simples. À 20 ans, des adolescents en pleine effervescence sexuelle. Une Amélie remplacera aussi bien une Gladys ou une Caroline pour oublier un chagrin d'amour. À 30, des adolescents à la sexualité active, dotés d'une carte bleue pour s'amuser davantage et collectionner les aventures d'une nuit sans culpabiliser. Après tout, ils ont payé la soirée. À 40, des adolescents punis, privés de sortie. Ils ont troqué la veste à la mode contre un sweatshirt à capuche plus simple à laver après l'euro de bébé. À 50, des adolescents délivrés. Ils retrouvent la joie d'avoir 20 ans, mais avec de nouvelles raideurs. À 60, des adolescents jouisseurs de chaque instant. Après tout, ils peuvent mourir demain. À 70 ans, des adolescents romantiques. Peut-être est-ce la dernière fois qu'ils toucheront le corps d'une femme. À 80 ans, des adolescents nostalgiques, des images de seins et de cul pris en levrette plein la tête. Ils meurent. Ah, mesdames sont puissantes. Désolée, messieurs, c'est vraiment pas... Marge est insaisissable et libre. Son but, rester libre, peu importe le prix. Elle est libérée du triptyque argent, travail, sexe, dit d'elle sa sœur Violette. Pour Violette, l'insouciance de Marge semble enviable. Que permet cette forme de liberté qu'a Marge ? Cette forme de liberté la rend finalement extrêmement puissante. Elle n'est pas... on ne peut pas l'atteindre dans le travail, on ne peut pas l'atteindre dans la vie de tous les jours, dans son quotidien. Elle n'est pas cadrée, elle n'est pas obligée de se rendre à un endroit. Elle est extrêmement libre de son temps, de ses émotions, de ses passions, et elle n'a aucune contrainte. Et c'est ce qui la rend peut-être insaisissable, et c'est ce qui fait aussi que certains peuvent être jaloux d'elle parce qu'elle est extrêmement libre, et par conséquent on ne peut pas l'attraper en fait. Alors le récit se déroule rue des Martyrs. Marge est le diminutif de Marguerite. Ce surnom porte tous les signifiants et fait résonner tous les paronymes, c'est-à-dire des mots à sonorité similaire. De l'avoir ainsi surnommée, vous lui avez fait porter la charge symbolique des sujets abordés dans votre ouvrage. Quelle est pour vous l'importance du sens des mots ? C'est très important. Et puis choisir un prénom pour un personnage, je ne l'ai pas choisi comme ça en 2 jours ou 3 mois. J'ai mis 1 an. Je crois que c'est comme quand on choisit, à mon avis, je n'ai pas d'enfant, mais je pense que voilà, quand on choisit le prénom d'un enfant, on réfléchit, mais c'est pareil pour les personnages, parce que moi j'écris un livre en 3 ans, voire 4 ans avec les recherches, et il faut vouloir se lever avec, se coucher avec, et avoir envie de découvrir les aventures qui se cachent derrière un prénom, et puis de plus en plus on sait que derrière un prénom il y a forcément une signification, donc il faut peser vraiment chaque mot, et le choix des mots est très important. Quand j'écris, il y a une première version, puis une deuxième, généralement jusqu'à 18 versions. Je lis à voix haute et j'entends comment le mot résonne, comment il claque, et s'il a sa place dans la phrase, s'il est cohérent dans la phrase, et si après il a son sens dans le texte. Enfin, bon, il y a des petites obsessions, mais je pense que ça s'entend quand je parle. Vraiment. On parlera de la folie un petit peu plus tard. Voilà. Alors vous dites aussi, page 73, en parlant du rire de Marge, ce rire s'échappe comme un hoquet. Il surprend celui qui l'aimait, glace le sang et transperce vos tympans. Il se confond avec l'expression de la folie alors qu'il referme de la souffrance, de l'incompréhension et du désespoir. Qu'est-ce qui construit la folie de Marge ? Quelles sont ses souffrances ? Alors, oui, j'aime bien qu'on parle du rire, parce que je trouve que finalement, on rit beaucoup quand on est très triste, finalement. C'est un bon bouclier pour aller de l'avant, et je crois que Marge est comme ça. Et Marge, elle est envahie par un secret, par des images. Elle a peur d'un petit coup blanc comme ça qui revient sans cesse dans ses rêves. Et elle ne sait pas à qui appartient ce petit coup blanc. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait de ce petit coup blanc. Et il y a des images comme ça qui l'envahissent et qui jaillissent lors de ces crises de somnambulisme. Tout ce qu'elle sait, c'est que ça s'est passé en 96, qu'elle avait 6 ans.
et que c'est quelque chose qui n'est pas beau à voir, sans doute, et c'est à l'intérieur d'elle, et elle est obsédée par ça, par ce souvenir qui la hante, et elle a besoin de découvrir ce qui se cache derrière ce petit cou blanc. Alors on va découvrir aussi les différents personnages qui habitent Marge. Une petite lecture, donc page 158. Oui, alors là c'est l'histoire d'une des femmes qui parle à Marge, qui est donc à l'intérieur d'elle. Je suis le fruit de votre imagination. Je suis votre double, comme Alice, Daphné, Gloria et Viviane. Vous nous avez créés uniquement pour vous délivrer des messages. Arrêtez donc d'être dans le déni, cela devient agaçant pour nous toutes. Je suis la plus patiente. Viviane et Gloria se sont bien remontées, sachez-le. Elles m'indigancent quelque chose, ne les faites plus attendre. Nos histoires sont vos histoires, elles sont en vous depuis des mois, pour ne pas dire des années. Qu'est-ce qui bloque? Avancez au lieu de tourner autour de ce pauvre arbre rabougri. Vous me donnez le tournis. Dans le fond, Marge, vous avez une peur terrible de découvrir ce qui s'est passé en 96. Vous savez pertinemment que l'une d'entre nous finira par tout vous révéler. Mais qui? La femme radio? La collectionneuse d'échographie? La femme meurtrière? La nympho et son cabot? Moi, la SDF de la cour? On se croirait en train de jouer à une partie de Cluedo, vous ne trouvez pas? Arrêtez de vous mentir. Êtes-vous amoureuse de Victor ou juste amoureuse du sentiment amoureux? Cherchez-vous à combler un vide, l'absence d'un mort peut-être? Je dis ça, je dis rien, glisse-t-elle d'un air victorieux. Merci pour cette lecture. Alors, merci. 5 histoires, 5 femmes qui habitent Marge, 5 créatures, dit-elle. De quoi sont-elles les représentantes? En fait, toutes ont un secret à lui délivrer, toutes ont une histoire à lui raconter, mais c'est juste une métaphore de nous et de nos facettes. Je pense qu'on se raconte beaucoup d'histoires et qu'on a juste besoin d'histoires pour vivre et pour survivre. Et cette héroïne-là, en tout cas, elle a donné plus ou moins ces facettes des prénoms. Et elles ont une identité, mais finalement, ces personnages l'aident à vivre et elle se raconte des histoires depuis qu'elle a l'âge de 6 ans pour ne pas voir la vérité qui est parfois beaucoup trop douloureuse à vivre et à affronter tous les jours. Je propose de continuer sur de la lecture. D'accord. Allez, page 164. Victor entraîne Marge dans le hall. Elle attrape son presse-papier avant de monter 2 à 2 les escaliers. Marge ne perçoit plus le cadavre sous sa peau, mais un jeune homme fougueux. Il était beau, il est beau. Ils gravissent les étages comme 2 adolescents, s'arrêtent à chaque palier. Elle glisse dans sa poche la violette et la marguerite liées à jamais. Ses mains se faufilent sous sa chemise. Elle joue avec son nombril, cette partie douce et lisse. Le ventre de Victor se contracte. Marge s'apprête à l'embrasser, mettre sa langue dans ce creux intime. Il la redresse. Pas ici, dans une cage d'escalier. Elle pose la tête sur son torse, écoute son cœur battre. Elle défait un bouton. Victor l'empêche d'aller plus loin. Pas ici, pas dans la lumière blanche des nuages. Il attrape son menton. Le jour lui va si bien. Il met en valeur sa beauté vertigineuse. Il l'oblige à rester immobile pour mieux la contempler. Pourquoi s'apprête-t-elle à se donner à lui? Il embrasse son front, ses paupières. Il monte au 4e dans une lenteur à la limite du soutenable. Victor donne le rythme. Il savoure ce moment de tous les possibles. Il aime l'attente avant de la sentir nue contre son corps, de la respirer, en avoir le tourné. Il imagine sur lui, il la crée dans la jouissance, l'invente sous les draps. Il laisse la porte ouverte, lui donne la possibilité de s'échapper. Elle ne se dérobe pas, le suit dans la chambre. D'un geste vif, il ferme les rideaux. À eux la nuit, l'après-midi. Ensemble, ils inventent leur crépuscule. Il lui demande de se retourner, de garder sa culotte. Elle obéit. Chacun d'un côté du lit, il se déshabille. Il pose ses vêtements sur une chaise. Ceux de Marge tombent à ses pieds. Avec la fatigue des nuits passées, il se demande si elle n'est pas un mirage. Peut-être devient-il fou. La solitude lui pèse plus qu'il ne le croit. Ça y est, on l'a. Merci. Merci pour cette lecture. Au fur et à mesure, un amour se construit entre Marge et Victor. Mais tel le conte des mille et une nuits, cet amour ne sera possible, se disent-ils, que lorsque Marge aura raconté ses histoires. Oui. Doit-on se raconter pour que l'amour soit possible ? Alors, je ne sais pas si on doit se raconter pour que l'amour soit possible, mais dans le texte, je sais que Victor veut une Marge. Il veut pas Marge envahie par 5 autres femmes. Je pense que clairement, il veut faire l'amour à une femme et pas à 6 femmes d'un coup. Mais il veut
je crois, une marche pure et sincère avec elle-même, avec ses sentiments. Et il veut qu'au moment où il pourra lui faire l'amour, elle soit sincère avec elle-même et sûre d'être là et d'être dans son corps pour pouvoir être touchée et être caressée et d'être eux-mêmes dans leur vérité. Vous dites, page 216, que raconter une histoire, c'est leur façon de faire l'amour. Est-ce pour vous, cela, la puissance des histoires et donc de la nécessité de les transmettre et de les écrire? Oui, alors, il y a quelque chose de très physique dans l'idée de raconter une histoire. Enfin, c'est vrai que il y a quelque chose de l'ordre de la création et de la procréation. Et finalement, raconter une histoire et arriver à aller jusqu'au bout et à mettre le point final, c'est une forme de jouissance. Mais je pense que c'est comme l'acte, il faut se connaître, et il faut avancer dans l'écriture, et il faut du temps pour arriver à ce degré intime avec les mots. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Vous dites même qu'inventer une histoire est un acte de jouissance ultime. Oui. Quelle est votre jouissance dans l'écriture? Disons que ça devient... On était France Culture tout à l'heure, on va basculer. Mais en fait, c'est ce que je disais là, c'est vraiment jouissif d'arriver à mettre le mot juste sur l'émotion, le ressenti du personnage sans le trahir pour l'amener à une forme d'unité, de cohérence et le tenir comme ça sur 300 pages, 400 pages. Et il n'y a rien de plus... de plus dur de ne pas trouver le bon mot, c'est un échec. Mais quand on trouve le bon mot, il y a quelque chose qui nous épuise et en même temps je peux pas parler pour les autres, en tout cas qui m'épuise et qui apporte une énorme fatigue. Et je crois qu'après je dors vraiment très bien, comme après avoir fait l'amour. Alors page 361, sous le regard de Victor, vous dites: la folie rend Marge encore plus belle. Paranoïa et névrose, la bille de diamant, d'or et d'argent. Marge, reine du pays d'où on ne revient pas, princesse des histoires, comtesse des mensonges, fée des ombres du passé. Si l'idée de la beauté qui rend fou traverse les mythes, qu'est-ce qui rend la folie belle? En quoi la folie est-elle belle? Moi, je trouve que la folie, elle est belle parce qu'on n'est pas lisse. Quand on accepte cette part de folie, voilà, il y a de la complexité, il y a des montagnes russes émotionnelles, il y a des hauts, il y a des bas, tout est intense, tout est fort, mais tout est plus vrai, tout est plus juste, tout est plus sincère. Il y a quelque chose qui déborde en permanence. Et je trouve que c'est nettement plus intéressant d'être face à des personnes qui acceptent de laisser parler leurs émotions et qui ne se contiennent pas pour être dans leur vérité à un instant T. Je trouve ça vraiment bouleversant quand je vois une personne qui accepte d'aller dans sa propre folie. Marge est habitée par ces personnages qui doivent sortir d'elle pour qu'elle évite la folie. Est-ce une métaphore de l'écrivain? Quelle serait votre folie? Pas écrire? Ma folie de ne pas écrire. Moi, j'arriverais pas à ne pas écrire, mais elle est dure, votre question. Quelle serait ma folie? Ne pas sortir de l'histoire. Oui, ne pas sortir de l'histoire, mais c'est très très dur. Et je pense que heureusement qu'il y a un éditeur qui à la fin dit non. Là, je pense que vraiment c'est terminé et tu dois poser le stylo. Et je crois que ma propre folie, elle est dans cette création d'histoire parce que je m'enferme quand même pendant. Il y a 1 an de recherche, il y a 2 à 3 ans d'écriture et il y a un moment où on se coupe un petit peu du monde, il faut savoir en ressortir. Et voilà, moi j'ai eu la chance j'ai de nombreuses discussions comme ça avec Daniel Pénac, et qui me surnomme mon petit maréchal à cause de mon prénom, qui me dit tu sais, il faut savoir sortir pour s'inspirer, mais à un moment il faut toujours savoir rentrer pour écrire, et puis il faut savoir à nouveau ressortir, et voilà, il y a une dose à trouver, parce qu'on pourrait rester enfermé des années. Enfin, je pourrais rester enfermé des années. Le temps de faire sortir les histoires au fur et à mesure. Vous décrivez comment se construisent les histoires. Commencez par Marge,
complétée par Victor et enrichie par les personnages eux-mêmes, celles qui habitent Marge. Ainsi, vous dites, il trouve la joie de créer. Est-ce que cela fait écho à votre processus d'écriture, c'est-à-dire votre écriture se fait-elle à plusieurs ? Plusieurs dans ma tête, oui. Ça c'est clair. Après, à plusieurs, je dis qu'elle se fait avec 2-3 personnes. J'ai déjà l'idée du projet, je le laisse comme ça mûrir quasiment pendant 1 an, puis après j'en parle à mon éditeur, et puis on ajuste comme ça au fur et à mesure de l'avancée du récit, mais l'histoire se fait essentiellement seule avec moi-même. Puis je pense qu'il ne faut pas trop avoir trop de regard extérieur dans un premier temps, parce qu'il y aurait trop d'avis et qu'à la fin, finalement, on s'arrêterait. Mais cette construction que vous évoquez quand même dans l'ouvrage, avec ce lien intime entre Marge et Victor, donc c'est peu de personnes, mais il y a tous ces personnages qui viennent bousculer, c'est-à-dire que cette écriture à plusieurs, même si elle est solitaire, elle est quand même foisonnée ou construite avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'intervenants. Est-ce que c'est les personnages que vous écrivez, que vous construisez au fur et à mesure, qui viennent nourrir aussi l'histoire, ou vous avez un schéma avant même les personnages, ce sont les images. Je prends beaucoup de photos pendant 1 an sur des lieux, des gens, que ce soit pour Chienne et Louve, où ça commence par la perruque fuchsia danse sous la lumière des projecteurs, avant même le personnage, parce que j'ai vu une perruque fuchsia dans une vitrine à Strasbourg-Saint-Denis, qui était à la fois très belle et très moche en même temps, et en même temps elle m'obsédait, et je savais qu'un personnage devait porter cette perruque. Là, c'est parce que devant chez moi, j'ai vu un échafaudage, et j'ai commencé par me passionner par la construction de cet échafaudage, puis après j'ai vu les ouvriers, puis après j'ai vu du monde dessus, et je me suis dit, mais tiens, si j'avais une héroïne qui allait danser sur l'échafaudage, qu'est-ce qu'elle va faire sur l'échafaudage ? Alors j'ai rencontré des danseuses aériennes, des circassiennes, pour apprendre à danser autour des grands tissus aériens, parce que je me suis dit, si elle danse autour de la bâche, comment fait-elle ? Donc pendant 1 an, tout se tisse, à la fois les images, le décor, les gens que je rencontre. Puis tout d'un coup, le personnage va prendre de plus en plus de place, et puis il va faire sa vie. Et ça s'écrit au fur et à mesure. Oui, il n'y a pas de schéma précis au départ. Le final de votre roman est une espèce d'apothéose, de jouissance ultime. Aux nuits à venir sonne comme une promesse, une introduction. Est-ce qu'aimer à la folie serait la conclusion ? Oui, aimer follement, je dirais. Voilà. Aimer follement, passionnément. Et voilà, je crois que les 2 personnages sont dans cette quête de s'aimer follement, et qu'importe si ça doit durer longtemps ou pas, mais le but, c'est de s'aimer follement. Pour certains, écrire est un accouchement. Vous dites souvent qu'inventer une histoire est donc un acte de jouissance ultime. J'imagine donc que vous avez d'autres histoires dans les tuyaux. Oui. Donc, si inventer une histoire est un acte de jouissance ultime, alors je vous invite tous à lire Aux nuits à venir, et peut-être prendriez-vous autant de plaisir à lire son histoire qu'elle en a eu visiblement à l'inventer. Ce serait folie de ne pas le tenter, en tout cas. Merci Geoffrey. Merci beaucoup.